Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Comment est-ce qu'on fait un bon prompt ? Je t'explique, ça faisait plusieurs mois que je n'étais pas revenu sur ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire un article sur Bruce Springsteen dans les années 80 et 90, donc sur la décennie 80 réellement. Il m'a pondu quelque chose qui ressemble à Wikipédia. J'en étais très heureux, mais imagine, si ça avait été pour notre travail de communicant, ça n'aurait pas été terrible, ça aurait été un petit peu dépensif. Seb, comment on fait un prompt qui déchire et qui apporte autre chose que un simple contenu que tout le monde pourra avoir? Alors, je vais juste commencer par une phrase que j'aime bien, qui est que je ne crois pas en fait au grand remplacement, mais au grand accompagnement. Je vais répondre à ta question après, hein, évidemment. Pourquoi je commence par ça? Parce que j'aime bien démystifier ces outils numériques. On a beaucoup dit, on a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé sur ces outils-là. Ils sont évidemment des forces de frappe passionnantes, flippantes aussi parfois, mais ça reste des outils numériques. Il faut les remettre à leur place. Ça veut dire que ce ne sont pas des baguettes magiques. Il y a des choses à savoir, il faut bien les utiliser, et on va revenir donc sur ces fameux prompts. Mais derrière, faut pas croire qu'il va faire le travail à notre place. Donc, ça reste des outils. Alors, comme un tableau Excel, il y a des choses à savoir pour qu'il soit un peu plus pertinent. Le prompt, donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc c'est une commande rédactionnelle, hein, comme on fait une intention de recherche sur Google. On pose des questions donc à l'outil, il nous répond. Ce que les gens oublient un peu, c'est que souvent, on a tendance à poser juste une question et on se retrouve avec une réponse qui est loin d'être, qui peut être pas mal, mais qui est loin d'être suffisante, et on est déçu. On se dit, en fait, ChatGPT et autres consoeurs, confrères ne sont pas efficaces, ça sert à rien, etc., etc. Il y a juste des bonnes pratiques à savoir, comme par exemple une bonne structure de prompt. Un ChatGPT peut être efficace si on lui donne un maximum d'informations. Je fais toujours le parallèle avec le stagiaire que vous avez dans votre société. Si vous lui demandez d'aller chercher le dossier de l'entreprise X à la comptabilité, il est poli, il va aller le chercher, il vous le ramène et vous lui dites « Non, moi je voulais le dossier de l'entreprise X de 2023 ». Donc il y retourne, il revient et vous lui dites « Mais non, moi je voulais le dossier de l'entreprise X de 2023, mais de mars 2023 ». Et ça, vous ne lui avez pas dit au début. Et avec ChatGPT, c'est exactement la même chose. Il faut être le plus précis possible, lui donner un maximum de données dans la commande rédactionnelle. Généralement, ce qu'on fait, ce qui marche assez bien avec ces outils numériques-là et ces agents conversationnels-là, c'est lui donner un rôle. Par exemple, si vous devez travailler, je sais pas moi, un plan marketing ou de stratégie de communication pour la sortie d'un nouveau produit, dites-lui, tu es un expert en marketing de contenu avec une expérience de 20 ans, etc., etc. Donc, vous lui donnez un rôle, vous lui donnez une tâche, vous lui dites, tu vas m'aider à travailler ma stratégie de communication pour la sortie du produit Y. Vous lui donnez le contexte, quelle est la cible, quel est le produit, comment, quand il va sortir, etc., etc. Vous pouvez aussi lui donner les différentes étapes de sa réponse. Ça veut dire que tu me fais d'abord un plan de la stratégie de communication sous forme de liste à puces, par exemple. Et puis après, vous pouvez aussi lui donner des contraintes. Ça veut dire, tu me parles pas de ce thème-là, t'emploies pas ce terme-là, etc., etc. Donc voilà, ça veut dire que vous vous retrouvez véritablement avec un prompt qui est assez complet. Il n'est jamais, on peut toujours aller plus loin, mais au moins vous lui avez donné un maximum d'informations. Et là, il sait déjà plus ce qu'il a à faire que simplement si je lui avais dit, tu me fais ma stratégie de communication pour mon produit X.
faites le test avec les deux, un prompt précis et un prompt non précis, vous verrez effectivement la différence, c'est évident. Et ça paraît logique en fait, parce que et c'est comme quand on discute avec quelqu'un, plus on lui donne d'informations à un collaborateur qui doit faire une tâche, et plus il sait ce qu'il va faire, et plus il sait aussi ce qu'il ne doit pas faire, les erreurs qu'il ne doit pas faire. Donc voilà, c'est exactement la même chose, quoi. Donc soyez le plus précis possible dans votre prompt, dans votre commande rédactionnelle. Ce qui veut dire que toi, tes prompts, lorsque tu as commencé sur ChatGPT, donc fin 2022, donc ça veut dire que tu es déjà un dinosaure de ChatGPT. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, je ne m'étais pas rendu compte, mais ouais, effectivement. Ah non, mais très clairement, 1 an et demi de ChatGPT, c'est l'équivalent de 15 ans d'Internet qui équivalent donc à 150 ans de vraie vie. Mais au début, tes prompts, à quoi ressemblaient-ils ? Évidemment pas à ce que tu viens de nous décrire, et je te remercie d'avoir été aussi concret, et j'invite tout le monde évidemment à faire un prompt bateau et faire un prompt extrêmement complet, et je pense que vous verrez la diff fondamentale de réponse de ChatGPT. Mais au début, alors tu t'y intéressais parce que tu es un homme curieux, ça on le sait, mais qu'est-ce que tu tapais au début ? Tu tapais des trucs très 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 basico-basiques, ou très vite tu t'es aperçu qu'il fallait être ultra précis et donner un vrai brief comme on sait le faire dans notre métier ? Non, au début, moi je l'utilisais comme la plupart des gens à l'heure actuelle, ça veut dire une simple question et puis vaille que pourra. Quand on veut aller plus loin, on teste, on explore, on voit ce qui marche pas. Et puis, on n'est pas les seuls sur le pont. Donc, il y en a d'autres qui avancent plus vite. On commence aussi, de son côté, à faire un process de veille pour capter les bonnes idées des autres. Et puis après, on structure notre travail, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup de monde l'a utilisé, l'a testé, l'a essayé, on a vu des tips arriver, des bonnes pratiques, et puis on les récupère, on les teste à notre tour, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais au début, oui, effectivement, comme tout le monde, c'était une simple question, comme l'utilisation en fait de Google. Exactement. Et aujourd'hui, tes prompts, quand tu es sur une recherche, ou en tout cas un dossier qui est un peu complexe, tes prompts, ça va te paraître idiot ce que je vais te poser comme question, mais ils font combien de lignes ? Parce que ce que tu viens de nous dire là, on peut vite arriver à une commande rédactionnelle extrêmement fournie, et là on est dans des limites dans une page A4. J'exagère peut-être un petit peu, mais on n'est pas loin de ça. Ouais, c'est ça. En fait, alors tout va dépendre de la finalité, en fait, du pourquoi tu veux utiliser ChatGPT. Si c'est pour l'écriture d'une newsletter, si c'est pour rendre un rapport financier, si c'est pour autre chose, la longueur du prompt, si c'est pour préparer tes vacances en Sardaigne, les vacances, les prompts ne seront évidemment pas les mêmes. Moi, j'ai vu passer des prompts chez des gens qui testent véritablement la promptitude, des prompts qui font 5 pages, quoi. Ah oui. Et c'est ça que je trouve super intéressant. C'est pour ça que au début, on pensait, on appuie sur un bouton et c'est parti, et je vais me faire un café ou je vais faire mes courses et je reviens et tout sera fait. Non, faut bosser un peu, quoi. Donc, la plupart du temps, mes prompts, ils font, je sais pas, moi, une vingtaine de lignes. Après, il y a une chose qu'il faut pas oublier par rapport à ça, c'est que ChatGPT et les autres sont des agents conversationnels. Je mets beaucoup d'importance à ce terme-là parce que on peut. Il y a 2 écoles dans l'utilisation de ces outils. Tu fais un prompt très 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 précis au début, il te fait une réponse et puis voilà, tu as ce que tu veux et tu bosses avec ça. Soit tu te sers de cet agent conversationnel pour justement lui poser une question, il répond, reposer une question derrière, etc., etc. Discuter, je mets des guillemets évidemment, avec parce que ça reste des algorithmes et des robots. Discuter avec lui et faire avancer ta vision, ta réflexion, et ils sont assez pertinents là-dedans aussi. Alors, tu vas être limité dans ta version gratuite, par exemple, parce qu'évidemment, dans ta conversation, à un moment donné, on va dire stop, tu as dépassé ton forfait de questions. Après, tu peux changer de conversation, c'est pas forcément gênant. Mais je les trouve assez pertinents quand tu les pousses un peu dans leur retranchement.
Et généralement, il t'amène vers des angles, des réflexions, des visions que tu n'avais pas forcément captées au début. Alors justement, je rebondis sur ce que tu me dis. Pardonne-moi, je t'ai coupé la parole un instant, mais toi, tu l'as vécu de manière très personnelle. Il faut que tu nous le racontes parce que ce passage de copywriter que tu fais encore, d'homme qui écrit, de rédacteur, du peuple de l'écriture, comme tu le disais sur LinkedIn et que tu es encore, parce que quand on y est une fois, on l'est toute sa vie. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu as posé des questions à ChatGPT pour savoir comment tu allais évoluer. Raconte-nous, Seb, parce que ça, c'est vraiment l'exemple typique que même toi qui connais bien la bête depuis 15 siècles, donc depuis 1 an et demi, je le rappelle, eh bien, tu poses des questions et chat, en anglais, ça veut dire discuter. Donc, ChatGPT, comme tu le dis, c'est vraiment un agent conversationnel, c'est pas uniquement un créateur de contenu. Raconte-nous comment ça s'est passé tout ça pour toi, parce que ça, c'est génial. Alors en fait, effectivement, on a trop tendance, et moi j'insiste beaucoup dans les formations que je distille, on a trop tendance à penser que ces outils-là, alors en l'occurrence des générateurs de texte, ne font que du contenu en fait, et qui sont très pratiques pour faire nos posts sur les réseaux sociaux, nos articles de blog, nos newsletters. On oublie un peu souvent qu'on peut s'en servir pour autre chose, pour aller beaucoup plus loin en fait. Et moi, je m'en suis servi justement pour réfléchir à le chemin que je voulais prendre dans mon métier d'auto-entrepreneur. La nouvelle vision que j'avais envie de proposer, des nouvelles prestations que j'avais envie de proposer. Et donc, je l'ai tout simplement interrogé. J'ai discuté avec lui et je parlais de rôle tout à l'heure, par exemple. Je lui ai demandé qu'il me challenge, en fait, qu'il soit un peu mon avocat du diable, ou qu'il soit l'avocat du diable, pas forcément le mien, mais qu'il soit l'avocat du diable, et que il me pousse, moi aussi, dans mes retranchements pour savoir si je prenais la bonne direction ou pas. Là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il m'a amené vers des chemins que je n'avais pas captés, et en l'occurrence, le chemin de la formation, par exemple, que je n'avais pas envisagé. En fait, c'est pas quelque chose qui est venu naturellement. Je pensais pas un jour être formateur. Alors, je pensais pas non plus un jour être copywriter. Hein, mais ça, c'est le fil rouge de ma vie. Tout ce que j'ai fait, j'avais jamais prévu. Le seul truc que j'avais prévu, je voulais être pompier professionnel et joueur de foot. Et tu vois, ça s'est pas fait. Mais ChatGPT n'existait pas à l'époque. Non, c'est vrai, tu me manages. Et donc, il m'a amené vers cet angle de la transmission et de la formation que j'avais pas capté au début, et il a servi à ça, quoi. Et donc, c'est pour ça que faut véritablement ouvrir les chakras, les écoutilles avec ces outils-là, comprendre comment ils fonctionnent, voir le champ des possibles et sortir du fait que l'outil n'est qu'un producteur de contenu. Non, à côté, ils peuvent véritablement vous apporter autre chose, quoi. Alors, ça, c'est un cas personnel, mais qu'on soit comptable, philosophe, psychiatre, chirurgien, mécanicien, chacun a ses missions, ses tâches, ses réflexions, et à chacun de s'approprier, en fait, ces outils-là, au-delà de la simple production de contenu. Il paraît même que ChatGPT, au-delà de te dire que tu devais devenir formateur, il t'a un petit peu expliqué qui devaient être tes clients. Parce qu'à un moment, je crois que tu t'es posé la question de savoir si tu n'allais pas démarcher directement les entreprises. Et puis il dit non, tu pourrais peut-être faire un petit peu autrement. C'est bien ça ? Ouais, c'est ça en fait. Quand tu lances de nouvelles prestations, tu réfléchis évidemment à qui ça peut intéresser. Alors moi, j'avais tout de suite pensé les chefs d'entreprise pour former eux-mêmes ou leurs collaborateurs. Parce que j'ai toujours eu dans mes explorations, parce que c'est important aussi de le préciser, j'ai toujours eu dans mes explorations l'obstination de me dire ces outils-là, comment on peut les infuser et les utiliser dans le monde de l'entreprise. Moi, c'est vraiment mon obsession et mon credo. Comment ils peuvent être apportés dans le monde de l'entreprise. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit, oui, ça va intéresser les chefs d'entreprise. Et en fait, en continuant à discuter avec ChatGPT, ce qui est bien, c'est que tu peux discuter avec lui ad vitam aeternam, même à 2h du matin, si tu as des insomnies, il est toujours là. Donc ça, c'est chouette. Il est maintenant sur ton téléphone portable, donc quand tu as les transports, tu peux continuer à discuter avec lui. Et donc,
il m'a dit, ben non, c'est peut-être pas forcément vers là il faut aller, c'est peut-être plus de frapper aux portes, aux institutions, aux offices de formation qui peuvent proposer ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour moi parce que indépendant, tout seul, il aurait fallu à un moment donné que je passe ce qu'on appelle Calliope pour que les entreprises aient des financements d'État. Et j'avais pas l'intention, c'est trop compliqué, trop administratif pour un seul homme. Et donc, j'ai bien fait de frapper aux portes des institutions qui sont déjà Calliope ou des offices de formation qui sont déjà Calliope. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ça, je suis prestataire pour eux. Et ça se passe super bien. Et la bête, comme j'aime l'appeler, m'a guidé vers ça. Donc, comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que là, Sébastien a switché, toujours de la rédaction, tu resteras toujours un homme de rédaction, un homme du peuple de l'écriture, mais ce switch s'est fait avec ChatGPT pour former sur ChatGPT. Ça, je trouve ça absolument incroyable. Tu as discuté avec lui et comprenez que c'est pas simplement lui écrire un pauvre prompt de « fais-moi un truc sur Bruce Springsteen de 80 à 90 comme moi je l'ai fait dernièrement ». Ça n'importe pas grand-chose. Et il faut surtout y mettre de soi. Parce que au-delà des questions de plus en plus précises, alors peut-être pas un prompt à 5 pages, il faut quand même un peu converser, il se fait l'avocat du diable comme tu le disais, mais il faut aussi remplir son profil ChatGPT parce qu'il suffit d'aller en haut à droite quand vous êtes inscrit et vous avez personnalisé ChatGPT. Et là, que ce soit payant ou gratuit, au passage, la version payante est à $20 par mois. Donc, si vous en avez une très grande utilité, je vous conseille d'y aller. Mais là, il faut personnaliser son ChatGPT pour avoir des réponses peut-être plus personnelles, justement, Sébastien ? Ouais, c'est une fonctionnalité qui est un peu oubliée quand on commence à utiliser, que les gens connaissent pas en fait. D'où l'idée de faire des formations. C'est une fonctionnalité un peu oubliée qui est pourtant très pertinente. Ça veut dire que quand on clique sur son menu, il y a personnalisé ChatGPT. Il y a 2 blocs et le premier bloc, c'est là où il faut mettre ce qu'on fait en fait. Parce que ChatGPT ne sait pas qui vous êtes. Et donc, faut lui dire, je suis responsable marketing dans une boîte du secteur d'activité Intel, etc., etc. J'ai fait comme formation ceci, j'ai tant d'expérience, mes missions, mes tâches sont celles-ci, etc., etc. Et en fait, lui, à chaque fois que vous allez converser avec lui, que vous allez lui demander quelque chose, il va se fier en fait à la personnalisation à votre personnalisation à ce bloc-là. Et il va rendre les réponses plus pertinentes. Elles vont aller évidemment vers ce secteur d'activité, vers les missions, les tâches que vous avez en fait. Et ça change un petit peu la donne. Je dis pas que du jour au lendemain, ça va être du tout au tout et que tout va fonctionner extraordinairement bien. Mais en fait, lui déjà, comme tout à l'heure, c'est toujours la même chose. Plus on lui donne d'informations sur qui on est, mieux il vous connaît. En fait, il faut bien penser que il sait pas encore ce que vous avez dans la tête. Donc, si vous lui dites pas, il peut pas savoir. Alors, un jour, sans doute qu'on aura des puces et qu'on n'aura même plus besoin de taper sur le clavier. Il saura tout de suite ce qu'on veut et la pensée qu'on a. On n'y est pas rendu et Laurent et moi, on le verra sans doute pas, et heureusement. Et même si ça va très vite. Mais c'est important de lui donner un maximum d'informations. Donc, ce bloc-là, cette fonctionnalité-là, allez-y, tapez sur le menu, personnalisez le ChatGPT. Et puis, remplissez le bloc du haut. Le bloc du bas est un peu plus anecdotique. C'est simplement pour lui demander comment il doit répondre. Factuel, avec de l'humour, de façon onirique, etc. Vous pouvez vous amuser, parce que vous pouvez très bien lui dire, à chaque réponse, tu commences par « Bonjour Sébastien, comment vas-tu ?» On peut s'amuser à ce genre de choses. Pour moi, ce deuxième bloc est plus anecdotique. Le premier est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus intéressant. Si vous devez, aujourd'hui, après l'écoute de ce podcast, commencer à utiliser ChatGPT, commencez d'abord par personnaliser votre outil. C'est super important.